Là, la prochaine. Oh fuck. Ok, je viens de tomber. Salut, j'espère que tu vas bien. Mathieu, avec toi de l'œil du recruteur. Bienvenue sur ma chaîne si c'est ta première fois, sinon je te souhaite la bienvenue. Je vais te parler aujourd'hui du sujet de la lisibilité dans le CV. D'une part, du côté de la machine, de l'ATS, de l'Applicant Tracking System, donc le système de suivi de candidature, de gestion des candidatures, mais encore plus important, l'aspect lisibilité pour l'être humain. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as peut-être été surpris du titre, en ce sens où on t'a peut-être dit le contraire, là, que ton CV n'était pas lisible. Il y a un petit Joe connaissant à quelque part qui t'a dit « Ouais, t'as mis des logos dans ton CV, t'as des colonnes. » Ça passera pas dans la TS. Fait que voilà, je vais essayer de rétablir les faits avec toi. Moi, j'ai 12 ans d'expérience en rédaction professionnelle de CV. Je rank des articles dans Google. Ça m'a appris beaucoup de choses sur l'aspect lisibilité. Donc, c'est la façon principale, moi, dans le fond, que j'obtiens mes clients. C'est par Google, ce grand Dieu omniprésent. Eh bien, lui, s'il veut t'envoyer du trafic, ben, il faut que ta lisibilité soit bonne sur ton site web. Donc, j'ai appris plein de concepts là-dessus. Aussi, j'ai déjà configuré un ATS, puis il y avait déjà pas mal de choses qu'on dit encore aujourd'hui, qu'on disait à l'époque qui étaient absolument farfelues. Donc, on va passer là-dedans. Et voilà, je suis un ex-recruteur aussi, donc j'ai vu les coulisses. On peut commencer avec d'où ça vient, ça. L'aspect, ton CV ne sera pas lisible là, parce que supposément que le parsing ne serait pas correct. Donc, on va voir qu'est-ce que ça mange en hiver, ça, le parsing. Donc, la première chose, c'est que le parsing, ça aide à remplir les champs du formulaire là, lorsque tu envoies ta candidature plus rapidement. Donc, quand tu soumets ton CV, les champs vont se peupler d'eux-mêmes. Donc, le nom au bon endroit, puis l'adresse au bon endroit, numéro de téléphone dans le bon champ, etc. Puis il y a des systèmes un petit peu plus complexes, disons-le comme ça, qui eux vont essayer d'apparier l'expérience avec la case expérience, la formation avec la case formation. Et ça, c'est de moins en moins nécessaire. Là, les recruteurs commencent à se rendre compte que c'est compliqué pour rien parce que eux, en arrière, il y aurait à. C'est pas un feature dont ils se servent fréquemment. C'est-à-dire qu'ils vont parfois utiliser, je sais pas moi, le dernier diplôme obtenu pour effectivement effectuer une recherche par filtre. Là. Supposons qu'ils font une recherche, ils reçoivent 200 candidatures, puis ils vont essayer de filtrer, je sais pas moi, tous ceux qui ont eu le diplôme d'études secondaires. Donc, dans ces cas-là, ça peut servir, mais en général, le plus fréquent, c'est que ton CV, là, il va être transféré en format texte dans le système, dans une seule case, dans le fond. Donc, c'est ça, essentiellement, du parsing, c'est de transformer ton CV qui actuellement est en format, est en fichier Word, en fichier PDF, pour le mettre exactement comme si tu le copier-coller dans un notepad. Ensuite de ça, le parsing, ça sert à effectuer une recherche ultérieure dans le système. Donc, même exemple, si le recruteur reçoit des centaines de candidatures, puis là, il veut débuter son tri avec ce qui lui semble le plus pertinent, mais peut-être qu'il va débuter avec une technologie ou une combinaison de technologies, peut-être avec le nom d'un de ses compétiteurs ou des compétiteurs ou quoi d'autre, avec une formation plus pertinente que les autres pour ce type de rôle-là. Le fait que ce soit donc transféré en texte, ça va donc soi-disant là, rendre la recherche plus facile. Maintenant que tu sais ça, on va faire des liens avec ces nouvelles, cet aspect-là. Si on parle de logo, pourquoi est-ce que le monde te dit de ne pas mettre de logo? Ça, c'est parce que il y a des fins finaux qui voulaient exprimer le fait qu'ils connaissent des technologies, mais ils ont juste mis les logos. Sauf que si tu as écrit la technologie aussi en texte, ben ça va fonctionner quand même. Je veux dire, le scan qui est, je veux dire, le parsing, parce que c'est ça que ça fait du parsing, ça scanne, ça analyse, ça examine. Ça serait ça la traduction française. Ben,
C'est pas parce qu'il y a une image dans ton CV que le scan va s'arrêter. C'est un peu comme quand tu fais une recherche dans un document Word ou PDF avec CTRL F ou commande F sur un Mac. C'est pas parce qu'il y a une image que ça va faire un glitch, là. Je ne peux pas trouver ce mot. Je ne peux pas traiter ce CV. C'est réellement pas comme ça que ça fonctionne parce que ça va pas arrêter la lecture. Donc, le fait de mettre des logos, c'est dommage de s'en priver parce que supposons que tu es sur une page de vente, là, quand tu navigues sur Internet, souvent tu vas voir par exemple le logo des accréditations du service ou du produit que tu es en voie d'acheter. Ça, c'est pour te donner confiance au futur acheteur là, qui est en train de faire le bon choix. Bien, sur un CV, lorsque ça s'est exprimé de façon visuelle, exactement comme sur une page de vente, ça a une utilité, ça hausse la confiance du recruteur envers ta candidature psychologiquement. Alors, parce que c'est plus visible. Alors, même chose pour si tu voulais te servir des logos pour une promotion, c'est pour illustrer visuellement une promotion, où là, tu aurais des logos qui se répètent, par exemple. Bien voilà, c'est une autre belle stratégie déployée qui permet de rendre ça plus graphique, de rendre ça plus intéressant, puis de rendre ça évident que tu as eu une promotion. Si tu utilises les couleurs du CV, que tu matches avec tes logos, ça peut donner un résultat là, magnifique. Crois-moi sur parole, ça peut vraiment agrémenter tout d'un coup là, la présentation de ton CV, le fait de mettre des logos. Donc, c'est un des exemples qui est réellement dommage où là, c'est perpétré à tout vent. Ouais, tu peux pas avoir de logo sur ton CV. C'est faux, malheureusement. Ensuite, l'aspect des colonnes. Donc, tu vas te faire dire tu ne peux pas mettre de colonnes parce que supposément que ce serait illisible dans un système de gestion de candidature. Là, d'où ça vient, c'est que les colonnes, autrefois, ça pouvait nuire à l'ordre, donc à l'appariement de justement ce que je te disais tantôt, les expériences avec les cases expériences, où l'ordre pouvait être mélangé. Ça, c'est pour l'aspect colonne, là, vraiment quand tu vas dans ton fichier Word, que tu fais fichier, mise en page, si je ne me trompe pas, colonne, eh bien, donc le fait que ce soit donc l'une à côté de l'autre, bien là, peut-être qu'ils pouvaient confondre, dans le fond, l'ordre d'apparition. Ça, c'était il y a bien longtemps maintenant. Si tu regardes, tu fais un copier-coller de ton contenu dans un autre pad, il n'y aura pas de problème avec l'ordre d'apparition. Ça, c'est pour les colonnes, mais il ne faut pas mélanger les colonnes avec zones de texte. Parce que quand tu as une ou plusieurs zones de texte sur un CV, puis là, je vais préciser dans un CV que tu envoies en format Word, eh bien là, effectivement, un système de gestion de candidature peut omettre l'information qui est contenue dans cette zone de texte-là et elle ne sera pas donc transférée en texte là, dans le système de gestion de candidature et ça va nuire à une recherche ultérieure si on voudrait te rechercher par mots-clés. Et pour pallier à ça, la solution, elle est bien simple, c'est que tu dois tout simplement transférer ton fichier Word, tu dois l'enregistrer en format PDF et ça va régler ton problème de parsing pour rendre ça lisible par l'ATS. Donc, tu ne devrais pas te priver d'une stratégie non plus de zone de texte, ou en tout cas, je ne connais pas ton cas personnellement, mais en tout cas, il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à se servir de cette stratégie-là pour faire remonter une accréditation, pour faire remonter en première page une formation qui serait plus pertinente au rôle. Donc, ça peut être extrêmement utile. Des fois, ça peut servir aussi à transformer un CV qui était avant sur 3 pages, à le mettre sur 2 pages, par exemple. Donc, n'écoute pas le conseil qui va te dire « Ouais, t'as pas le droit de colonne ». Ou eux autres, ce qu'ils veulent dire, c'est que tu n'as pas le droit de zone de texte, là, qui souvent est à la gauche sur le document. Donc, ouais, tu n'as pas le droit, pas que tu n'as pas le droit, là, mais ils vont dire, ouais, non, ça, là, c'est pas bon, pas bon. Hein? Puis, tu dis, ah ouais,
T'as vu ça où, man? Ça vient d'où, cette information-là? Maintenant, je t'ai donné la raison. Là, c'est à cause du fait que les gens ne transfèrent pas leurs documents en PDF. Puis ça, c'est un autre mythe répandu, comme quoi les PDF ne seraient pas lisibles par les systèmes. Et ça aussi, ce n'est pas vrai. Là, d'où ça vient, c'est qu'avant, il y avait beaucoup de gens qui envoyaient des fax, par exemple, puis étant donné que ça donnait un fichier image, lorsqu'on le transférait dans le système de gestion de candidature, ben là, ce n'était pas lisible, mais pas du tout. Là. Donc, il fallait... Moi, ce que je faisais dans le temps, c'est que je passais ces scans-là dans ce qu'on appelle un OCR. Un OCR, un Optical Character Recognition, donc la reconnaissance de caractères. Et ça le rendait en grande partie lisible désormais. Là, il se trompait sur quelques caractères, mais ça faisait l'essentiel de la job. C'était le même principe pour un scan de CV. Donc, lorsqu'une personne prend une photo aussi, là, c'est le même principe, puis qu'elle le transfère en PDF, par exemple, ben là, c'est un fichier image. Donc, scan, photo d'un CV, ça ne fonctionne pas. Pour le reste, tous les autres PDF vont fonctionner. Puis ça inclut même récemment les PDF qui émanent du logiciel Canva, que beaucoup de gens utilisent pour faire leur CV parce qu'ils ont des beaux modèles là-dessus, des beaux designs. Ça ne fonctionnait pas auparavant. Et maintenant, je vais t'essouffler. Ça m'en prend pas gros. Donc ça fonctionnait pas auparavant. Puis maintenant, voilà que Canva a réajusté le tir et maintenant tu peux te sentir à l'aise de te faire ton fichier sur Canva puis le transférer en PDF puis de l'envoyer comme ça. Même si l'ordre d'apparition, par exemple, là, que ça fuckait dans l'ATS, c'est réellement pas grave parce que ce qu'il faut que tu saches, c'est que en arrière, un recruteur, il n'est pas nécessairement intéressé, en fait, il n'est pas du tout intéressé à faire son tri de CV avec des formats texte. Donc, c'est pas quelque chose sur lequel il va avoir un visuel bien souvent. Certes, quand il va faire une recherche, là, oui, ça va ressortir, puis il va entrevoir peut-être que l'ordre d'apparition a été mélangé, mais son premier réflexe, ça va toujours d'ouvrir le fichier que tu as joint à la candidature, tout simplement parce que ça rend sa journée plus intéressante plutôt que de trier tout le temps le même format qui est super plate à regarder. Parlons des graphiques maintenant. On va dire ne mets pas de graphiques. C'est un peu le même principe que les images, en ce sens où ça ne va pas arrêter la lecture, le scan qui est effectué par l'ATS. Donc, c'est pas moi personnellement une stratégie que j'ai employée de mémoire, là, l'aspect graphique, mais je n'aurais vraiment pas peur de l'essayer. Je trouverais ça super cool même. Imaginons une situation où tu es Imaginons une situation où tu veux représenter, graphiquement, tu veux représenter graphiquement où est-ce que tu passes l'essentiel de tes journées. Donc, tu fais un pie chart, je passe tel pourcentage de mes journées à faire telle tâche, Bien sûr, c'est pas ça qui va être ta description de poste. Tu vas quand même avoir une description plus standard de ce que tu fais, mais tu peux agrémenter ta présentation avec un graphique. N'aie pas peur sous prétexte qu'on te dit que tu ne peux pas mettre de graphique dans ton CV. Je te dis, c'est pas quelque chose qui va bloquer un système. Moi, j'ai même un design de CV qui a une image en arrière-plan. Donc, l'entièreté du CV, c'est une image en fond. Sauf que, bien sûr, je mets du texte par-dessus, là, bien sûr, c'est dans Microsoft Word, mais ce texte-là qui est mis par-dessus, ben oui, il est pris en considération. Il a toujours été pris en considération. Puis ce modèle de CV-là a eu un succès énorme, justement, parce qu'il tire son épingle du jeu. Donc, le fait de ne pas mettre d'image, parfois, ça peut aller à l'opposé de ce que tu voulais. Ça peut nuire à quelque part à ta candidature, parce que là, tu reviens sur un format, tu t'es fait mal conseiller. Dans le fond, tu reviens sur un format qui est hyper conservateur, qui est moins intéressant à lire. Puis tu te fonds encore plus dans la masse. Donc, c'est extrêmement dommage d'y aller avec
de suivre là, ces recommandations-là qui viennent des JobScan de ce monde. JobScan, c'est un outil de test en ligne pour voir si ton CV est effectivement lisible. Donc, ton CV, la lisibilité, cet aspect-là plus technique, c'est un oui ou un non. C'est binaire, c'est noir ou blanc. Est-ce qu'il est lisible ou non? C'est pas quelque chose qui est un pourcentage, parce que les autres, ils vont hausser l'importance du pourcentage de parsing, qui est pour faire référence, dans le fond, à un feature interne des systèmes de gestion de recrutement, où est-ce qu'ils vont donner un pourcentage de pertinence de la candidature avec l'affichage de poste. Donc, dans ce système-là, comme JobScan ou comme un CV Reader.fr, Zeti aussi, je pense qu'il le fait, eh bien, les autres, ils veulent vendre leur solution, bien évidemment. Hein? Donc, ils vont dire ouais, ben là, ça te prend vraiment là, notre template de CV en ligne parce que là, ton CV n'est pas lisible par les ATS, ou du moins, il est lisible, mais juste à 70%, ou bien il te manque plein de mots-clés, puis donc là, ils veulent rendre ça ultra technique, ultra scientifique. Tu vas, toi, réécrire ton CV au grand complet, alors que peut-être qu'avant, tu avais justement mis des trucs qui avaient un attrait visuel, puis qui haussaient au contraire la lisibilité par un vrai lecteur, par un réel, par une vraie personne qui allait passer sur le document. Et puis là, tu es revenu en arrière sous prétexte que le JobScan te dit que tu avais juste eu un score de 65%, par exemple. Alors, moi, je te conseille de ne pas prêter une attention trop grande, même ne pas considérer du tout ce pourcentage-là, parce qu'à quelque part, c'est une gimmick pour un recruteur. Lui, à l'interne, il se fout un peu de ce pourcentage-là, puis la raison est bien simple, c'est qu'un recruteur, il agit en fonction des priorités du service là, pour lequel il recrute, le service étant plus précisément le gestionnaire d'embauche qui lui a confié un mandat. Il va lui dire, ben Mathieu, ça s'est pas bien passé la dernière fois avec notre recrutement parce que la personne n'avait pas assez d'expérience dans telle industrie. Puis là, il a fallu faire trop de formation, il a fallu faire trop de rattrapage. Fait que là, cette fois-ci, je veux précisément que tu me trouves quelqu'un qui a déjà là, 2 ans de fait, qui a déjà un réseau de contacts établi ou, je sais pas moi, qui a déjà de l'expérience avec le logiciel XYZ, sauf que sur l'affichage de poste, étant donné que c'est pas revu à chaque fois, les affichages, souvent, c'est repris d'un ancien recrutement, puis là, on ajoute des choses. Bien là, des fois, c'est peut-être même ajouté comme un ajout. Puis cet aspect-là qui ne constitue qu'un point sur le descriptif de poste, il est hyper important, mais parce que le système, là, le JobScan, lui, il ne prend pas ça en considération, ou le système de gestion de candidature, lui, il fait juste faire un appariement de mots-clés pour voir rapidement le pourcentage, sauf que ça oublie, ça ne considère pas du tout l'aspect donc des priorités du gestionnaire d'embauche, la réalité d'affaires de l'organisation. Alors, ça sert aussi le parsing à faire des résumés pour voir rapidement qui a postulé, puis voir bon, d'où est-ce qu'elle vient, c'est quoi ses compétences principales, c'est quoi, ça donne un bref résumé dans une genre de grille Excel, si tu veux, pour avoir un visuel rapide à l'interne. Il y a des éléments là-dedans qui sont parfois utilisés, comme la ville de résidence. Donc, supposons que le recruteur veut trier d'entrée de jeu tous les gens qui n'auraient pas, qui habiteraient trop loin, qui seraient hors du Canada parce qu'ils ont besoin de faire une intégration rapide. Ça, les recruteurs, ils ne diront pas qu'ils ont sélectionné là-dessus, mais c'est parce que c'est... On s'entend que si la personne habite à 2 heures de temps, mais qu'elle veut quand même faire le voyagement, puis à quelque part, c'est son problème, mais le recruteur, lui, va vouloir choisir quelqu'un qui habite près. Donc, ce genre de résumé-là, ça peut servir. Donc là, c'est vrai que le parsing a une certaine utilité où, effectivement, tu veux que l'information sur ta ville soit dans ce résumé-là, sauf que le reste du résumé, c'est pas un outil, encore une fois, qui est bien utilisé à l'interne parce qu'il y a plein de choses qu'on voit dans un CV qui donnent de bons indices sur des compétences transversales, par exemple, ou
ou qui ont une valeur plus grande aux yeux d'un recruteur que tout simplement la liste d'épicerie va avoir fait le candidat, là, parce que c'est assez peu révélateur habituellement. Donc, je te donne des exemples d'indices. Si la personne a fait des fautes d'orthographe sur son CV, ça donne un indice sur son niveau de rigueur. Donc, elle n'a pas fait vérifier son document avant de l'envoyer. Comment est-ce que la personne a structuré, disposé l'information là-dessus, ça donne une idée. C'est une vision plus cartésienne des choses, c'est les organisée. Je te donne un autre exemple. Si la personne a travaillé sur un projet ou encore qu'elle a une réalisation qui est particulièrement impressionnante puis qui, à quelque part, vient contrebalancer d'autres choses qu'elle n'aurait pas, là, ça peut mener à un appel du recruteur parce que lui, il a trouvé ça intéressant puis ça a suscité sa curiosité, il veut en savoir plus là-dessus, mais ce n'est pas nécessairement donc compilé dans le résumé qui est généré par l'ATS à l'interne. Alors, c'est pour ça qu'un recruteur, lui, va toujours être curieux d'ouvrir le fichier pour aller voir ces petits éléments-là qui sont intéressants. Ça peut être une implication, un engagement bénévole qui ajoute beaucoup à ta candidature, mais qui ne figure pas dans le résumé parce que ça fait juste lister là, les compétences qu'il a répertoriées dans le CV. C'est un sujet qui est passionnant. J'espère que tu en apprends beaucoup jusqu'ici. La lisibilité d'un CV pour l'œil humain, ça prend donc ces attraits visuels-là pour conserver notre lecteur. Là, dans le fond, on veut... c'est pour ça que moi, quand j'écris un article pour le web, par exemple, je vais mettre un tableau, une image toujours associée avec un titre. Je vais utiliser un petit peu de caractère. Il n'y aura pas trop, il faut être prudent. Donc, mais juste pour mettre les choses importantes en relief. Ensuite de ça, tu as l'aspect espacement. Donc, entre chacun de mes paragraphes, je mets un vaste espace là, pour que les contenus soient digestes, qu'ils soient appréciés. Puis ça hausse la rétention des gens sur l'article. Puis ça envoie le signal à Google. Le lecteur a bien aimé ça. Dans un CV, j'applique des mêmes stratégies où est-ce que je ne vais jamais sacrifier des espaces pour squeezer du contenu. Et ça, c'est une erreur extrêmement grave. La plupart des candidats, ils vont venir compresser de l'information, ils vont ajouter des lignes alors que tu devrais être dans un mode d'esprit inverse où le but, c'est de retirer. Donc, le CV, c'est un art visuel à la base. Tu dois plus être en mode édition, en mode retrait. Donc, est-ce que je peux en retirer encore plus, de manière à rendre la présentation extrêmement claire, extrêmement simple. Donc, quand on parle de simplicité, ça ne veut pas dire pour autant d'enlever des zones de texte, parce que, comme je te disais, les zones de texte peuvent t'aider. Ils peuvent t'aider à avoir une meilleure disposition de l'information, mais la simplicité, ça veut souvent dire de réduire les paragraphes. Il faut être extrêmement prudent à ne pas aller trop réduire la taille du texte, par exemple. Il faut penser à la lisibilité, à l'impression. Donc, est-ce que c'est assez foncé? Tu ne veux pas aller réduire les interlignes, aller réduire les marges, tout ça sous prétexte que l'affichage de poste compte tel point. Puis là, ils ne sont pas encore sur mon CV, fait qu'il faut que j'aille squeezer ça. Je t'amène à repenser ton CV dans un ordre plus prioritaire, à te pencher sur la réalité d'affaires de l'employeur. Ça, c'est une autre des choses qu'on voit parfois lorsqu'on ouvre un CV, c'est tout de suite que la personne comprend qu'elle a du vécu terrain, là, que par le langage utilisé, elle sait où elle s'en va, puis qu'elle a une bonne compréhension de où est-ce que la compagnie est rendue dans sa croissance, par exemple. Donc ça, c'est un autre bel exemple de choses qu'on ne verrait pas dans un résumé. Donc un sommaire qui a été généré par le parsing de l'ATS, mais c'est un autre bel indice pour un recruteur qu'on tient sûrement un candidat ou une candidate qui est beaucoup plus intéressante parce qu'elle comprend. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, je vais te demander d'avoir l'audace, d'avoir le guts d'ignorer ces conseils-là qui sont en ligne
sur la lisibilité du CV. Je t'ai pas parlé encore des puces, qui est un truc que nouvellement, moi j'ai appris que, soit dit en passant, tu ne peux pas non plus mettre de puce spéciale sur le document parce que ce ne serait pas toléré par les ATS. Écoute, le pire qui puisse arriver, parce que la plupart des puces vont être représentées de façon normale, mais s'il y avait si ça avait à ne pas figurer de la façon exacte dont tu l'as mise, ça va être 3 petites lignes là, que tu as peut-être déjà vues lorsque tu transfères du contenu dans un notepad. Ou est-ce qu'à quelque part, ça va jouer le rôle de puce quand même, et ce n'est vraiment pas dramatique, ça ne va pas faire en sorte que les mots ne sont pas scannés par le système, ça fait absolument aucun sens. Lorsque on se met dans la peau d'un recruteur, je veux que tu te plonges dans sa réalité une seconde, puis imagine-toi s'il faisait l'intégration d'un nouveau système ATS dans son organisation, puis que là, il commence à voir comment il fonctionne, son système. Puis là, il dit, ben là, attends, j'ai à peu près 30 de mes candidats que le système a rejeté automatiquement parce qu'il n'y avait pas la bonne structure de CV. Je pense que notre recruteur, il va retourner voir là, son fournisseur d'ATS, puis il va lui dire what the fuck, que s'est-il passé? Parce que là, moi, j'ai perdu 30 de mes candidats potentiels, puis j'aurais voulu les voir, ces candidats-là. C'est important, ça. Pour moi, je veux faire une belle job, je veux présenter les meilleurs candidats reçus à mon gestionnaire, puis là, tu m'en as flushé 30 c'est quoi cette affaire-là? Donc, tu vois à quel point c'est insensé de... je vais retourner, moi, par là. Donc, tu vois à quel point c'est insensé le narratif qu'on vit actuellement parce que c'est tellement éloigné de la réalité du recruteur. Un recruteur, lui, veut qu'au haut de l'embouchure, là, au haut de l'entonnoir, qu'ils reçoivent le plus de gens possible pour, oui, après les filtrer, puis oui, prioriser des mots-clés dans ses recherches, sauf que le système, lui, il ne va pas écarter des candidats de lui-même parce que de toute façon, ça ne ferait pas une bonne job. Il faut que tu saches que le parsing, c'est une technologie qui est très imparfaite. Puis ça, tu vas t'en rendre compte lorsque les champs sont peuplés. Là, quand tu fais tes candidatures, il va souvent faire des erreurs. Puis là, c'est justement cet argument-là que les job scans de ce monde vont utiliser pour dire, ben là, la prochaine... Oh, fuck! OK, je viens de tomber. C'est gênant, ça? OK. Il n'y a personne qui m'a vu. Parfait. Fait que le système, il va, dans le fond, être super imparfait sur le parsing. Et lorsqu'on configure un ATS, on veut toujours que ça va apporter de la dynamique en vidéo. Lorsqu'on configure un ATS, on veut toujours que l'utilisateur, dans le fond, ait le mot final sur l'information qui est entrée parce que c'est beaucoup plus valide. Donc, c'est pour ça que tu vas avoir parfois des questions de préqualification. Est-ce que tu connais Excel? Un score là, de 1 à 3, de 3 à 5, de 5 à 7, de 7 à 9. Si on laisse le système figurer là, lui-même, dans le fond, quel candidat connaît Excel puis quel ne le connaît pas, pour reprendre l'exemple d'Excel, ça va donner un résultat qui ne fonctionne tout simplement pas. Lorsqu'on pose la question justement de la formation, c'est pas une question, là, c'est une question de préqualification dissimulée, mais celle du dernier diplôme obtenu, par exemple, c'est un autre filtre qui va servir peut-être un petit peu plus tard pour effectuer une recherche dans le système, mais c'est pas pour autant que tu vas être rejeté. Parce que, comme je te disais, des fois, il y a des éléments que toi, tu ne sais pas qui sont plus importants pour un recruteur qui vont vraiment là, anéantir des choses que tu pensais importantes, comme justement le diplôme obtenu ou le nombre d'années d'expérience. Je te donne un exemple, si la personne a travaillé 2 ans chez le compétiteur, mais sur l'offre d'emploi, on demande 5 ans d'expérience, ce candidat-là ou cette candidate-là va sûrement recevoir un appel quand même parce que c'est pertinent pour le gestionnaire d'embauche de la recevoir, puis de recevoir une personne qui a déjà un réseau de contacts établi ou qui a déjà
ou qui connaît déjà les mécanismes, les rouages de cette même industrie-là. Ça va te sauver du temps de formation, ça va sauver des coûts. Donc, ce n'est pas aussi catégorique que tu penses. Le recrutement. Il y a des places que oui, des places où ils n'ont pas le choix là, parce que tu es dans un milieu syndiqué ou par exemple des endroits comme dans la fonction publique. Tu vas voir d'ailleurs que si tu appliques au gouvernement du Canada, dans le système de gestion de candidature, tu ne peux même pas joindre un fichier qui est Word ou qui est PDF. Ils vont te demander de copier-coller le contenu de ton CV puis de le mettre dans une case pour le transférer tout de suite en format texte et puis ça va être ça. Ton application. Donc, je les plains, ces recruteurs-là au gouvernement fédéral qui doivent tellement s'ennuyer à faire du tri de CV parce que c'est tout le même format plate. Mais dans la réalité, c'est pas comme ça qu'un recruteur effectue son tri. Fais très attention à la présentation de tes éléments dans ton CV. Utilise pas trop de caractères gras. Si jamais tu veux insérer un tableau, c'est le même principe. Ou est-ce que ça freinera pas la lecture, mais en plus de ça, le texte qui est dans ton tableau va être répertorié même par l'ATS. Fait que que ce soit un tableau, que ce soit un graphique, que ce soit des logos, des colonnes, des zones de texte, des puces. Donc, on n'a pas parlé aussi de l'aspect pictogramme. Si tu as pour diviser tes sections où tu avais, puis là, tu es revenu à la normale, tu as juste mis du texte, mais si tu avais des pictogrammes, donc des icônes pour représenter tes sections ou pour représenter, je ne sais pas moi, tes intérêts, bien, à partir du moment où ils sont aussi écrits avec du texte, bon, on s'entend que les intérêts, ce ne sera pas recherché plus tard par un recruteur, là, lui, il s'en fout. Donc, oublie ça pour les intérêts, mais pour les sections de ton CV qui étaient super bien structurées parce que justement c'était visuel, tu avais quelque chose qui représentait la section avec un pictogramme. C'est exactement comme dans la vraie vie où par exemple tu vas à l'aéroport, la toilette avait été illustrée avec un pictogramme. Là. Ou tout plein de symboles, les panneaux partout dans notre vie. Alors, c'est pas parce qu'on parle d'un CV que ce n'est pas des choses qui sont importantes pour le structurer, pour le rendre plus intéressant à consulter. Si on sait que les recruteurs lisent les CV en diagonale, bien néanmoins, on peut capter son attention encore plus pour hausser le temps qu'il va passer sur le CV. Peut-être qu'il va voir justement notre profil LinkedIn qui est illustré avec un icône de LinkedIn. Ça va l'inciter à cliquer dessus, à aller en savoir plus sur nous. Donc, ne retire pas ces éléments-là qui attirent ton lecteur, qui vont être susceptibles de l'intéresser aux éléments de contenu qu'ils ont dans ton document, parce que sinon, tu vas te tirer dans le pied, mon ami. Si tu aimes ça, les contenus, jusqu'ici, je t'invite à t'abonner à la chaîne. Moi, ça me ferait plaisir aussi que tu me mettes un petit like sous la vidéo. Aussi, j'ai préparé une infolettre qui s'appelle 30 jours de confiance en recherche d'emploi. Je la retravaille et je la retravaille. Donc, quand je me rends compte justement que je perds des lecteurs, même si c'est en format texte et que j'ai pas beaucoup de visuels là-dedans, je pense que c'est particulièrement intéressant pour toi qui veux en savoir plus sur les coulisses du recrutement ou comment est-ce que je peux me démarquer, moi, comme candidat, comment est-ce que je peux trouver un emploi qui me plaît plus rapidement. Donc, c'est un de mes petits bébés, là, mon infolette, même si elle est automatisée, puis que ça dure 30 jours, c'est quand même beaucoup de stock. Ben, moi, je m'en vais toujours la reclarifier puis la retravailler. Donc, quand je perds des lecteurs à un certain email, ben, je m'en vais la revoir. Donc, je vais mettre cette infolette-là dans la description de la vidéo. Et encore une fois, ben, je t'invite à t'abonner à ma chaîne pour plus de vidéos comme celle-ci sur la carrière. Puis nous autres, on se voit dans une prochaine. Allez, je te dis salut.